Nous avons pour l'heure l'occasion, la grande chance, l'honneur de recevoir Dominique Schnapper. Directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, Dominique Schnapper a reçu le prix Balzan pour la sociologie en 2002. Membre honoraire du Conseil constitutionnel, présidente du Musée d'art et d'histoire du judaïsme, nommée présidente du Comité des sages de la laïcité au ministère de l'Éducation nationale en janvier 2018. Auteur d'une vingtaine d'ouvrages consacrés aux migrations, à la nation, à la citoyenneté. Différentes publications, toutes majeures, Travailler et aimer par exemple, L'esprit démocratique des lois, De la démocratie en France, République, nation, laïcité, ou encore La citoyenneté à l'épreuve, la démocratie et les juifs, ou encore Puissante et fragile, l'entreprise en démocratie. C'est un honneur, Madame Schnapper, de vous recevoir aujourd'hui à l'ESSEC pour la première fois. S'il vous plaît, un chaleureux accueil pour Madame Dominique Schnapper. Merci. Merci Xavier. Je ne savais pas que j'étais en concurrence avec le chocolat. Et étant donné mon addiction au chocolat, je trouve qu'il faut être très courageuse pour venir vous parler dans ces conditions. Bon, nous, en accord avec Xavier, nous avions donné pour cette introduction, pour cette conférence est un grand mot, mais enfin pour cette intervention, la question la démocratie est-elle en crise? Alors, finalement, c'était une mauvaise question parce que la démocratie est toujours en crise. Elle est perpétuellement en crise. Et elle est perpétuellement en crise parce qu'elle repose sur une utopie. C'est une utopie créatrice, mais c'est une utopie puisqu'elle déclare que sa légitimité repose sur la communauté des citoyens libres et égaux et que, évidemment, tout le monde n'est pas libre et tout le monde n'est pas égal à tous les autres. Et donc, c'est une utopie, mais c'est une utopie qui est créatrice, c'est-à-dire qu'elle inspire des comportements, des règles de droit, des manières de vivre ensemble, même si elle impose que cette liberté civile, juridique et politique qui définit la citoyenneté se heurte de fait aux contraintes de la vie collective et aux inégalités de fait, les inégalités à la fois de capacité et de conditions sociales. Et c'est justement parce que c'est une utopie qu'elle est fragile. Donc la question n'est pas vraiment est-elle en crise, mais la question est quelle forme prend-elle aujourd'hui de la crise continue que vit par définition la démocratie. Alors d'une part, il y a les dangers extérieurs, c'est-à-dire les ennemis de la démocratie, et vous savez qu'ils sont nombreux et qu'ils peuvent être puissants. Et puis, il y a le risque intérieur de la démocratie elle-même, et les risques de délitement intérieur d'une démocratie qui risque toujours d'être entraînée par sa propre dynamique et de devenir extrême ou excessive. Pour le résumer simplement, ce régime est fragile parce qu'il est toujours soit pas assez démocratique, soit trop démocratique. Alors, c'est cette double dimension que je voudrais évoquer rapidement devant vous. Pas assez démocratique, ça veut dire qu'on n'est jamais assez libre et on n'est jamais assez égal à tous les autres et que la revendication à la fois de liberté peut devenir libertaire et la revendication d'égalité peut devenir
revendication d'identité ou d'indistinction. Donc je voudrais partir, pour développer cette idée, je voudrais partir d'une proposition simple. La légitimité de la communauté des citoyens, c'est-à-dire le principe fondateur de la légitimité politique dans la démocratie, repose sur l'autonomie, la liberté et l'égalité de tous les individus citoyens. Et ces principes qui fondent l'ordre politique de nos sociétés, et pas seulement la France avec sa formule liberté, égalité, fraternité, qui fonde toutes les démocraties, risquent d'être dévoyés si les êtres humains perdent le sens des limites et des bornes de toute la vie collective et les limites de la condition humaine. Or, les démocrates, par définition, risquent de céder à cette tentation de l'illimité, ce que les Grecs autrefois appelaient l'hubris, c'est-à-dire qu'ils risquent de ne pas vouloir reconnaître les contraintes et les limites à la fois de leur vie personnelle et de l'ordre social. Et cette tentation, qui est propre à la démocratie, s'est étendue progressivement à tous les domaines de la vie collective et de la vie des individus. Et si elle arrivait au stade où elle ne serait plus contrôlée par la raison et par les institutions, et je souligne le terme d'institution et j'y reviendrai, elle remettrait en question le principe même de la démocratie, ce que Montesquieu appelait, elle deviendrait une démocratie extrême et non plus une démocratie réglée. Or, il existe une triple dynamique qui conduit les hommes démocratiques à céder éventuellement à l'hubris, c'est-à-dire à cette ambition illimitée de contrôler tout, et à dériver vers cette démocratie extrême. Et cette triple dynamique, c'est la dynamique de la science, qui par définition ne connaît pas de limite. Le projet de connaissance ne connaît pas de limite en tant que tel. La dynamique du capitalisme lui-même, qui par définition ne connaît pas de limite. On peut toujours produire plus et produire mieux, sauf que nous commençons à sentir le problème des limites des ressources, mais c'est une autre question et je n'en traiterai pas aujourd'hui, ce sera peut-être pour l'année prochaine, et la dynamique de la démocratie. En effet, ces trois dynamiques font que nous tous, en tant que démocrates, nous avons tendance à ne pas admettre les contraintes et les limites. Et c'est sur la dynamique démocratique elle-même que je voudrais vous présenter les réflexions ce matin. La démocratie moderne, telle que nous la connaissons aujourd'hui dans nos pays, risque toujours de ne plus être réglée, car il est de la nature de la dynamique démocratique, de ne pas se cantonner au domaine politique et au domaine juridique, qui est son cœur, puisque c'est l'idée de la liberté et l'égalité des citoyens sur le plan civil, juridique et politique. C'est le domaine propre de la dynamique démocratique. Mais sa vocation est de s'étendre de plus en plus à tous les secteurs de la vie sociale, jusqu'aux relations les plus intimes. Et alors, sous l'effet de cette dynamique interne de la démocratie, elle risque de se corrompre en devenant extrême, parce que si elle n'était pas contrôlée, l'autonomie pourrait devenir indépendance, la liberté pourrait se corrompre en licence, et la licence n'est pas seulement un examen, un niveau d'examen, c'est la liberté non contrôlée, et l'égalité pourrait se corrompre en indistinction. Je vais revenir sur ces trois dimensions. L'autonomie. La tradition philosophique de la tradition de la politique
a établi que l'exercice de l'autonomie de l'individu ne consiste pas à céder aux caprices individuels du moment. Il est vrai que la venue de l'ordre démocratique a libéré l'individu de beaucoup des déterminations familiales et communautaires. Il l'a rendu indépendant de l'ordre familial et de l'ordre communautaire, mais ce détachement de cette détermination n'a de sens que s'il se conjugue avec la constitution d'autres attachements et d'autres engagements qui sont, eux, non pas imposés par la naissance, mais librement choisis et respectés. Autrement dit, l'autonomie ne signifie pas le refus de toute dépendance et de toute contrainte. La liberté politique et la liberté au sens philosophique du terme se déploient à l'intérieur de règles communes et grâce à elles. C'est la grande tradition de la réflexion politique de Platon, de Locke, de Kant ou de Rousseau. Et il faut maintenir cette distinction entre l'autonomie, qui est au fondement de la légitimité de la communauté des citoyens, et l'indépendance, ou en d'autres termes philosophiques, entre le sujet et l'individu. Autrement dit, l'indépendance, c'est-à-dire la volonté de l'individu de faire ce que lui dicte son caprice, ses intérêts du moment, ne se confond pas avec son autonomie, c'est-à-dire la volonté de maîtriser son action au nom de normes et de principes universels qui doivent être d'autant plus respectés qu'ils sont librement élaborés et qu'ils sont soumis de façon constante à la critique. C'est ça le propre, le citoyen est par définition critique. La promesse, qu'on peut appeler la promesse républicaine, repose sur cette distinction entre l'autonomie et l'indépendance. Si l'autonomie se transformait en refus de toute espèce de dépendance, de tout attachement et de tout engagement vis-à-vis des autres et vis-à-vis du collectif, alors la démocratie deviendrait extrême, elle ne pourrait plus assurer aux individus la protection qu'offrent les institutions, qu'offrent les routines, les rituels, les évidences partagées, l'ensemble de la culture de ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Et ces institutions communes nourrissent la confiance réciproque des individus et sont nécessaires pour tisser, c'est ce que Marcel Mauss, sociologue du début du siècle, appelait ces nombreux liens invisibles qui font le tissu de notre vie commune. Parce que sans reconnaissance institutionnelle des droits d'autrui, il n'est pas de liberté. Et donc le contrôle que les institutions exercent sur les individus permet que la démocratie soit réglée et non pas extrême, et qu'elle ne soit pas remise en cause par l'attachement premier des individus à leur indépendance. Voilà pour l'autonomie et la nécessité pour que l'autonomie reste valable et organise notre vie commune, c'est qu'elle s'exprime à travers les règles communes qui permettent de vivre ensemble. Parce que s'il n'y avait pas ce respect des règles qu'assurent les institutions, la liberté aussi deviendrait licence si, effectivement, les institutions qui l'organisent n'étaient plus respectées. Tous les peuples, moi je suis profondément universaliste, et donc je pense que tous les peuples ont une aspiration naturelle à la liberté politique. Et je vous rappelle aujourd'hui les combats pour la liberté politique que mènent par exemple les femmes iraniennes. Mais ils ont besoin de temps et d'éducation pour apprendre à créer et à respecter les institutions qui rendent cette aspiration effective. L'acte révolutionnaire vers la liberté est plus facile, il est aussi plus romantique que le respect quotidien des pratiques de l'état de droit
qui risquent d'apparaître toujours formelles et lentes. Et c'est vrai qu'elles sont formelles et lentes. Mais la naissance de la démocratie, dans les plus vieilles démocraties, la France ou les États-Unis, pour ne mentionner que des exemples bien connus, illustre combien il a fallu de temps pour qu'on apprenne à respecter les institutions démocratiques. L'aspiration à la liberté a été formulée au XVIIIe siècle. Le respect des institutions, lui, continue à être souvent contesté, d'où l'importance, par parenthèse, de l'importance de la crise des pratiques démocratiques aux États-Unis depuis quelque temps. Il faut donc du temps, parce que la démocratie est le contraire de naturel. Il faut une éducation longue pour apprendre à la pratiquer. En effet, elle repose sur l'idée d'un renversement du monde social. Le monde social est un monde d'inégalité. L'égalité est proclamée par la démocratie. Elle repose sur un principe de séparation du politique et du religieux, pas toujours sur la forme de la laïcité française, mais toujours comme principe général de séparation du politique et des religions, séparation des pouvoirs, séparation des institutions et des personnes qui les ont en charge. On peut respecter la fonction et critiquer celui qui l'occupe. Les Français ont l'habitude de critiquer vertement leurs gouvernants. Comme vous savez, c'est naturel, c'est démocratique, même si quelquefois les limites en sont un peu excessives. Mais tout cela n'est pas spontané. Il faut donc du temps pour que s'établisse et paraisse naturel ce respect des institutions, et ça n'est jamais totalement acquis. Je renvoie encore aux épisodes récents de l'histoire américaine. Il faut apprendre à respecter les institutions, à respecter la loi, à respecter la légitimité démocratique, c'est-à-dire le respect des élections libres, le respect de la justice, le respect des valeurs collectives. Être démocrate, c'est un peu respecter l'ensemble de ces institutions. Or, le citoyen est par nature critique, et la critique est souhaitable, elle est légitime, puisqu'elle est la preuve même de la liberté politique, mais il pourrait y avoir dévoiement si cette critique aboutissait à remettre en cause non pas la façon dont les institutions fonctionnent, mais le fait même des institutions. Parce que ce sont ces institutions, le droit de vote, le respect du droit, les lois du fonctionnement des institutions politiques, qui, en organisant la démocratie, lui donnent son sens. Et il n'y a pas de liberté qui ne soit pas garantie par le droit. Or, vous le savez, même dans les démocraties les plus stabilisées, en particulier aidées par les nouveaux moyens de communication, les citoyens des démocraties risquent d'en venir à critiquer de plus en plus la lenteur et le formalisme inhérents au fonctionnement des institutions. Et donc, il y a toujours le risque que, par-delà la critique légitime de la manière dont les institutions fonctionnent, et par définition, elles ne fonctionnent jamais très bien, jamais parfaitement bien en tout cas, d'en venir à critiquer l'idée même d'institution. Il est vrai que dans toute société humaine, les normes ne sont pas transmises telles quelles, de génération en génération. Elles sont réinterprétées par les générations successives. Mais cette réinterprétation est à la fois naturelle, inévitable et d'ailleurs souhaitable. Mais ce qui est en question, c'est l'idée même ce qui serait en question pour remettre en cause l'idéal démocratique, c'est l'idée même que les normes doivent être critiquées en tant que telles. Dans la démocratie, si on veut, est réflexive, en ce sens que ses membres n'admettent aucune norme sans l'avoir soumise à leur réflexion critique. Mais à partir de là, il y aura toujours le risque qu'elle devienne excessive
Il faut donc à la fois critiquer, c'est la liberté du citoyen, mais il faut savoir aussi critiquer la critique, c'est-à-dire la relativiser dans le temps et dans l'espace. C'est ainsi que la démocratie peut rester réglée et non pas extrême. Il est inévitable et il est souhaitable qu'une société maintienne ses propres principes à travers le temps, qu'elle assure une stabilité dans le temps, et elle doit donc, à ce titre, assurer la transmission d'un certain nombre de valeurs communes qui lui donnent sa spécificité et qui donnent un sens à la société en général et aussi un sens aux individus qui la constituent. Alors si la liberté risque de se dévoyer en licence par non-respect des institutions qui organisent la légitimité de la communauté des citoyens, l'idée d'égalité, de son côté, risque aussi de se dévoyer et de sombrer non plus dans la recherche de l'égalité, c'est-à-dire l'égalité civile, juridique et politique, mais de l'identité et de sombrer dans ce qu'on appelle l'identitarisme. L'autre ne serait pas seulement égal en dignité, ce que pose le principe de la citoyenneté, mais il devrait aussi être semblable ou identique et nourrir des relations qui se réduiraient aux relations avec le semblable ou l'identique. La démocratie est en effet organisée sur l'égalité des relations entre les membres de la collectivité. Mais nous avons tellement, nous les démocrates, intériorisé l'idée de cette égalité fondamentale de tous les individus que nous sommes tentés de juger que toute distinction et même toute catégorisation est en tant que telle discriminatoire. Au moment du confinement, il a été question de donner un certain nombre d'obligations, ou on peut les appeler comme on veut, aux vieux, aux plus de 80 ans. Mes chers collègues, donc qui ont mon âge, c'est-à-dire plus de 80 ans, ont tous dit que c'était scandaleux. Ça devenait une discrimination. Non, ce n'était pas une discrimination, c'était une catégorisation d'une partie de la population qui avait des conditions particulières et à qui on pouvait à la fois offrir différemment des autres et demander différemment des autres. Mais l'idée même de catégorisation, j'ai des collègues sociologues qui ne veulent plus faire des enquêtes auprès des interviewés en leur demandant leur âge et leur activité professionnelle en pensant que cette catégorisation était devenue une discrimination. Et toujours, si toute catégorisation devient discriminatoire, toute différence deviendrait inégalitaire, et toute inégalité serait en tant que telle inéquitable. Et là, alors, on se trouverait dans la situation de la dérive vers l'indistinction et non plus l'égalité, et l'aspiration à créer une société des semblables, ce qui n'est ni possible ni souhaitable. Si tous les individus sont égaux en dignité et en droits civils et politiques, ils ne sont pas pour autant semblables, et ça n'est d'ailleurs pas souhaitable. Mais la fascination de ce qu'une candidate à la présidence de la République avait appelé une fois une semblablitude, au nom de l'égalité, est une dérive qui menace les démocraties. Et la passion de l'égalité, dont Tocqueville nous a laissé dans son œuvre des analyses éclatantes, risque de remettre en cause tout ce qui définit la démocratie, c'est-à-dire une série de séparations. Séparation des ordres, séparation des personnes et séparation des valeurs. La démocratie repose sur un principe de séparation, séparation de la vie privée et de la vie publique, de l'État et de la société civile, bien sûr du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, du pouvoir politique et du pouvoir médiatique,
du politique et du religieux, de l'institution et du titulaire des institutions. Or, au nom de l'égalité, on risque de tendre à la confusion des ordres, à l'indistinction des personnes et à l'indistinction des valeurs. On en a déjà de cette tentation, de ce danger, de ce risque, on a déjà quelques exemples en observant la judiciarisation continue du politique, c'est-à-dire la soumission des décisions politiques à des jugements d'ordre pénal, ce qui est assez surprenant puisque c'est contraire à la séparation du politique et du judiciaire. La médiatisation des familles, des hommes politiques, sur le modèle des héros de nos temps, les grands héros de notre temps étant, comme vous savez, les sportifs et les chanteurs. Dans l'expression des identités particulières, religieuses, ethniques, dans l'espace public, et aussi l'acquisition et la manipulation du pouvoir médiatique qui grandit au fur et à mesure que les techniques se développent par les plus riches ou les plus puissants, et donc la remise en cause de cette séparation fondamentale de la légitimité politique et de la puissance des plus riches, des capitalistes. On observe même l'intervention du législatif dans l'ordre de la connaissance quand certaines vérités historiques sont corrigées ou introduites par les assemblées. Or, dans l'ordre de la connaissance, et en particulier de la connaissance historique, ça ne devrait être ni aux juges, ni aux parlementaires, ni aux fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale de trancher dans les débats historiques, parce que c'est le travail des historiens, ni dans les débats scientifiques, puisque c'est le travail et la compétence des scientifiques, des hommes de science. Et donc on voit là les débuts de cette indistinction croissante des ordres, des ordres de mots de la vie collective. Et on le comprend d'autant mieux que la société démocratique se veut auto-constituée. Elle se constitue elle-même. Elle ne fonde sa légitimité ni sur un Dieu, ni sur une volonté transcendantale, ni sur la tradition, c'est pas parce que ça a été comme ça que c'est bien, ni sur la nature. Elle entend instaurer un ordre humain autonome. Et les mouvements actuels montrent que le rapport entre les sexes et les générations, qui étaient apparus comme des rapports de nature, eux-mêmes sont remis en question. On disait autrefois que le Parlement anglais, ce Parlement de Westminster, pouvait tout faire, que sa puissance était considérable, il pouvait tout faire, sauf changer un homme en femme. Et vous savez que maintenant, cette limite qui paraissait inscrite une fois pour toutes dans la nature est l'objet de débats et d'interventions diverses. Ce qui veut dire que ni le sexe, ni la génération, ni l'origine ethnique ne sont plus considérés comme naturels, comme allant de soi, qu'ils sont de plus en plus pensés comme le fruit de choix libres des individus. Et donc le passage d'un sexe à l'autre ou le mariage du même sexe sont des dispositions qui révèlent à quel point l'individu démocratique pense qu'il peut tout choisir, se choisir lui-même et choisir sa conduite. Donc il ne devient pas impossible que cette contestation de toute limite, les démocrates passent de l'aspiration légitime à l'égalité des personnes à une indistinction des individus dans laquelle on ne trouve plus les moyens de guider et de légitimité
les comportements. Et donc on peut s'interroger sur une évolution en se demandant jusqu'à quel point une société peut faire société, comme on dit aujourd'hui, sans partager une conception du monde et des relations entre les êtres humains, et en négligeant les grands principes de la tradition qui, dans toutes les sociétés historiques, ont réglé les grandes conditions de la vie humaine, c'est-à-dire la réciprocité, la parenté, l'alliance, la transmission des valeurs, l'organisation du monde commun. Toutes ces dimensions de la vie sociale qui ont toujours organisé les sociétés sont remises en question par la réflexion critique qui caractérise les démocraties. Le relativisme culturel est au cœur des projets des sciences humaines et il est un acquis même de la réflexion et de la raison en même temps que de la démocratie. Et donc nous partageons tous ce sentiment du relativisme, c'est-à-dire l'idée que les différentes cultures résolvent de façon différente les grands problèmes du destin humain et du destin personnel. En tant que chercheurs et en tant que démocrates, nous baignons dans cette idée juste, vrai, du relativisme culturel qui, dans la tradition française, a déjà été formulée par Montaigne, c'est-à-dire il y a quelques siècles. Mais il y a le risque que les démocrates, que la pensée démocratique se dévoie en relativisme culturel qui serait absolu, c'est-à-dire dans l'idée que chaque culture, étant en elle-même un tout, rend impossible les échanges, la confrontation, la réciprocité entre les différentes cultures. Et on sombrerait alors dans ce qu'on peut appeler le relativisme culturel absolu. L'homme démocratique est tenté de penser qu'il n'existe pas de jugement moraux universel par-delà la relativité des cultures et de la connaissance. Il est donc tenté de négliger l'existence de vérités, nous expliquant que les vérités sont toujours partielles et partiales et destinées à être mises en question par la critique, ce qui est vrai. Il pourrait nier qu'il y ait malgré tout une vérité qui se transmet de génération en génération. Pendant longtemps, j'ai donné l'exemple en disant « personne ne pense plus que la Terre est plate ». La preuve, on l'a pensé, on l'a corrigé, personne ne le pense plus. En fait, on constate qu'il y a un grand mouvement platiste, en particulier aux États-Unis, qui explique que la Terre est plate. Donc l'exemple est mauvais. Mais malgré tout, le fond de vérité est vrai, c'est-à-dire qu'à travers la relativité de la science, la correction des connaissances scientifiques, on l'a vu au moment du confinement, où au fur et à mesure que la connaissance avançait, on donnait des instructions différentes parce que simplement la connaissance avançait. À travers la relativité qu'on peut faire et l'histoire qu'on peut faire des conditions dans lesquelles s'établit la science, il est vrai qu'il existe aussi des vérités. Et ces vérités reposent sur cet horizon d'universel qui ne se définit pas par un contenu particulier, mais comme une référence et comme une idée régulatrice, comme la raison elle-même, c'est-à-dire qui est à l'horizon de toutes les relativités qu'on peut analyser sur la vérité ou sur l'avenir des démocraties. Il ne faut pas négliger que l'universel, en tant qu'horizon naturel de la raison, est le principe régulateur qui préside à la comparaison des cultures et des relations entre les cultures. Il ne faut pas dénier aux êtres humains la capacité de pouvoir entrer en relation avec les autres différents, parce que par-delà toutes les différences de culture, il est un univers universaliste de la commune humanité qu'il ne faut jamais oublier.
Or, ce que j'ai appelé l'homo democraticus est tenté de refuser l'idée du vrai avec un grand V, du beau, du juste, pour insister sur la relativité des valeurs. Et il faut, je pense, à la fois penser cette relativité des valeurs, mais en même temps savoir qu'il y a une différence entre la relativité des valeurs et l'horizon universaliste de la raison. Et la conséquence, disons, peut-être pratique de cette considération générale, c'est que la vie que vous et moi avons sur le climat n'est pas aussi intéressant que celui des climatologues qui, depuis 30 ans, se consacrent à la question. Autrement dit, que le monde démocratique et le monde des opinions, tout le monde a le droit d'avoir son opinion, et on demande à chaque individu démocratique son opinion quand il choisit ses gouvernants, mais en même temps, il ne faut pas que le monde de la pensée se résolve à celui des opinions, parce qu'il y a une différence de nature entre ces vérités partielles et souvent partiales et successives qui caractérisent le développement de la science et les opinions du Café du Commerce, celles que j'ai sur le climat, sur les changements climatiques, qui consistent à écouter ce que les savants disent. Et donc, il faut garder cette idée de la différence essentielle entre l'opinion et le savoir. Alors, on m'a donné 3 quarts d'heure, je ne veux pas vous infliger plus de 3 quarts d'heure, donc j'ai encore 10 minutes pour tirer quelques conclusions de cette analyse. La tendance est des hommes démocratiques est de brouiller les distinctions entre les différents rôles sociaux et, en conséquence, le principe même de toute organisation collective, puisque toute organisation collective suppose que les différents individus qui forment ce collectif aient des rôles qui sont en tant que tels différents. Non pas identiques, mais différents. Toute société, toute organisation suppose une forme de hiérarchie. Elle implique la division du travail et la différenciation des rôles pour organiser un pouvoir qui soit légitime. Ce pouvoir légitime qui, dans la démocratie, est réglé par les lois, par l'ensemble des mœurs politiques et des règles de droit qui sont destinées à gérer les conflits qui sont inévitables dans toute vie collective. Et encore une fois, les conflits sont souhaitables puisqu'ils manifestent la liberté des citoyens. En insistant sur les institutions, ce n'est pas pour dire que toutes les institutions sont bonnes, c'est pour dire qu'il faut des institutions qui fonctionnent le moins mal possible pour organiser la liberté de la vie collective. Or, dans une société qui se donne l'égalité de tous pour fondement de sa légitimité, le risque est constant que les individus, après avoir légitimement revendiqué l'égalité civile, juridique et politique, en viennent à exiger leur identité. Et qu'on en soit à cette situation où on refuse d'admettre les compétences qui sont acquises par le savoir, qu'on refuse de considérer l'expérience des plus anciens. Les plus anciens ne sont pas meilleurs pour les plus jeunes que les plus jeunes, ça va de soi, mais ils ont plus d'expérience. Et quelquefois, l'expérience a une certaine utilité. D'admettre la diversité, la différence des capacités, des talents, parce que sinon, là, on rendrait cette société démocratique non seulement médiocre, non seulement peu productive, mais contraire même à ses propres aspirations de justice sociale. Alors, reste une dernière interrogation que je soumets à votre réflexion et à notre réflexion à tous. L'utopie démocratique porte sur le monde concret, celui de l'expérience, du destin de chacun dans l'immédiat, dans sa vie personnelle, dans sa vie collective.
c'est une société qui ne nourrit pas de transcendance commune légitime. Donc une société peut-elle se maintenir sans une forme de transcendance commune si ses membres ne partagent pas une conception du monde et ne partagent pas les grandes valeurs qui organisent la vie des hommes? S'il n'est fait appel ni à la providence, ni à une entité politique, c'est-à-dire l'ensemble des institutions et du système de valeurs qui forment la société démocratique. Donc, si elle ne fait appel ni à la providence, ni à la politique pour dépasser le quotidien, comment rendre légitimes les limites inévitables que la vie collective impose à l'indépendance de chacun? Comment légitimer les dispositions qui assurent la solidarité de tous, c'est-à-dire cette redistribution des richesses qui caractérise les social-démocraties, si un projet commun ne transcende pas l'intérêt immédiat de chacun à être le plus riche possible? Si on ne fait pas de référence à un projet transcendantal, est-ce qu'on peut continuer à faire une société, toute société signifiant à la fois contrainte et solidarité? Il y a le lien social est remis en cause si, après les religions, après les valeurs sécularisées liées au patriotisme ou internationalisme, les hommes ne se réfèrent plus à des valeurs communes. Ne risque-t-on pas de voir le développement d'un monde, d'un complotisme déchaîné et parfois absurde, qui vient remplacer ce que les religions transcendantes s'efforçaient d'organiser et de développer? Et il reste ce problème fondamental que les êtres humains font l'expérience du mal et du malheur, que les transcendances donnaient un sens à ce mal et à ce malheur, et que une société auto-constituée par la volonté commune de la communauté des citoyens ne donne pas spontanément de sens à cette dimension de la condition humaine. Et bien des phénomènes qui nous apparaissent comme d'une complète irrationalité sont peut-être la compensation à cet affaiblissement de ce qui permettait autrefois de faire exister la société. Alors j'apporte non pas une conclusion, mais une dernière remarque. Cette analyse des risques de dérive de la démocratie ne doit pas nous conduire à céder à la tentation de rêver, d'avoir une nostalgie pour un âge d'or imaginaire du passé qui n'a jamais existé que dans notre imagination. C'est un mode de pensée réactionnaire qui ne nous aide en aucune façon à comprendre le monde d'aujourd'hui et à agir pour le monde de demain. Ce qu'il s'agit de penser aujourd'hui, c'est comment on peut transmettre l'essentiel d'une culture commune, c'est-à-dire et en même temps de tenir compte de l'évolution de la société démocratique et de ses aspirations légitimes, de maintenir l'acquis historique et en même temps de faire face aux problèmes nouveaux. Les dévoiements dont j'ai esquissé les risques ne sont pas inscrits dans l'histoire, et l'inquiétude qu'on peut nourrir sur la capacité des démocraties à contrôler ces dérives ne doivent pas nous faire oublier leur qualité. Elles sont relatives, sans doute, comme tout ce qui est humain, mais elles sont essentielles. C'est quand même vers les démocraties que votent en marchant les plus entreprenants des autres peuples, éventuellement risquant leur vie. Et nous avons traité le problème du Covid mieux qu'une société totalitaire. Nous avons été unis pour défendre l'Ukraine contre la Russie. Et il ne faut pas oublier que nous ne disposons pas d'autres idées pour organiser humainement les sociétés humaines. Donc il faut prendre conscience des risques, il faut critiquer notre propre critique et souligner qu'il s'agit de comprendre ces risques pour qu'avec la volonté de tous,
les démocrates sachent y résister. Le destin humain n'est pas écrit d'avance, et donc c'est à nous de lutter pour que la démocratie résiste à ses propres tentations, celles que j'ai essayé d'analyser devant vous, c'est-à-dire à ses manquements, à l'exagération de ses principes, à ses risques de dévoiement, et qu'elle reste le régime peut-être pas le plus exaltant, mais en tout cas le plus convenable, comme dit mon ami Alain Besançon. Mais pour qu'elle reste ce régime le plus convenable, il ne faudrait pas que trop de démocratie en vienne à tuer la démocratie. Je vous remercie. Merci infiniment, Dominique Schnapper, de votre intervention et rafraîchissement intellectuel pour ce matin. Je vous laisse vous asseoir et je vais demander aux étudiants qui ont préparé leurs questions de venir me rejoindre, s'il vous plaît, sur scène. Donc, bonjour madame. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre conférence qui était vraiment très intéressante. Vous avez présidé pendant plus de 4 ans le Conseil des sages de la laïcité, aux côtés notamment, vous présidez toujours, notamment aux côtés du ministre de l'Éducation nationale. Pardon. Et donc moi, je voulais savoir, est-ce que pour vous, la laïcité, elle vous semble en danger aujourd'hui dans notre système éducatif et plus largement dans notre démocratie ? Oui, le Conseil des sages, vous entendez? Oui. Le Conseil des sages a été créé par Jean-Michel Blanquer parce que effectivement, il y a des atteintes. Elles sont locales, elles sont minoritaires, mais elles sont souvent assez violentes contre la laïcité. Et ce qui nous a frappé sur ces travaux, c'est à quel point la conception de la laïcité qui, pour ma génération, pour la génération de mes enfants, et même pour les plus âgés de mes petits-enfants, allait de soi et faisait partie de la manière dont spontanément on vivait, et maintenant très mal comprise, très mal connue, à la fois d'une bonne partie des élèves et des jeunes professeurs, et qui avait eu un problème de transmission dans ce qui pour nous allait de soi, c'est-à-dire la séparation de l'éducation publique, non pas anti-religieuse, mais a-religieuse, et laissant les religions au choix de chacun et à la liberté de chacun. Ce principe simple qui avait assuré la paix religieuse, après beaucoup de difficultés, mais enfin qui avait assuré la paix religieuse en France, et qui est un problème, je dis rapidement en passant, qui est un problème de toutes les démocraties, la séparation du politique et du religieux, qui repose sur l'idée que vous êtes également citoyen, quelles que soient vos croyances religieuses, accompagné de la liberté de les pratiquer, est un principe qui fonde l'ordre démocratique. La forme particulière qu'il a prise en France, c'est la laïcité pour des raisons historiques que sans doute que vous connaissez. Et donc oui, il y a eu un problème de transmission de ce qui paraissait acquis et qui avait, après un siècle et même un peu plus de débats, assuré la paix religieuse. Et ce n'est pas facile à traiter. Merci beaucoup. Bonjour. Je vous remercie de vous être déplacé pour échanger avec nous aujourd'hui. Comme la problématique du jour le souligne, on dit souvent la démocratie en crise et on voit naître un sentiment de manque de représentativité. Comme vous l'avez souligné, les extrêmes deviennent un peu la seule forme d'opposition au pouvoir. On accuse le gouvernement d'être mal élu, etc. Et je voulais savoir comment vous expliquez ce sentiment de décalage entre les intérêts du peuple et la sphère politique. Je crois que profondément, c'est l'aspiration de l'individu à l'indépendance dont j'ai essayé de vous parler tout à l'heure, parce que à partir du moment où c'est moi qui choisis tout, je choisis la politique, je choisis mon sexe, je choisis mon mode de vie, je n'ai pas de contraintes, je n'ai pas de libre, eh bien personne ne peut me représenter que moi. Je ne peux pas être représenté par quelqu'un. Toute représentation, par définition,
enlève quelque chose à la complète liberté, la complète indépendance et la complète volonté de l'individu démocratique. Et donc il y a fondamentalement et structurellement une crise de la représentation en tant que telle. Or, la démocratie est organisée sur l'idée de représentation et la légitimité de la représentation. Et donc, par définition, nous sommes mal représentés, nous ne voudrions pas qu'ils agissent ainsi, parce que finalement, il n'y a que moi-même qui puisse agir et que personne ne peut me représenter. Merci beaucoup. Bonsoir, merci pour votre conférence. En fait, moi j'aurais une question. Vous avez évoqué le fait que autonomie pouvait devenir indépendance. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait se produire d'ici 2050 par exemple? Et si c'est le cas, quelle pourrait en être la cause? Alors, on a déjà beaucoup de peine à analyser le passé et le présent. Mais alors, l'avenir, c'est pas mon truc, hein. Et je crois que ce n'est pas celui des sociologues. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est les dangers, c'est les risques. Moyennant quoi, on ne prévoit pas l'avenir. C'est-à-dire qu'on peut contrôler ces risques, on peut penser que la raison dira qu'il faut respecter la loi démocratique. Ce qui était grave dans l'affaire Trump, c'était la fin du respect de l'élection et le respect du choix libre qui avait été parfaitement libre. Donc ça remettait en cause vraiment le principe même du respect des institutions démocratiques qui assurent la démocratie. Mais on peut tout à fait imaginer qu'on en revienne au respect du droit. Oui, ce n'est pas acquis. Donc à partir de l'analyse des risques ou des tentations ou des possibilités, voilà, est-ce que les démocrates auront la sagesse, de rester unis par rapport aux dangers extérieurs qui existent et aux ennemis de la démocratie, parce qu'il y a des ennemis et des ennemis puissants de la démocratie. Donc, est-ce qu'ils vont avoir le courage de rester unis et est-ce qu'ils vont avoir la raison de contrôler ces tentations pour, tout en restant parfaitement libres et inévitablement libres, de critiquer et les institutions et la manière dont se déroule la vie collective, de respecter les contraintes et les limites qui sont inhérentes à la véritable liberté. C'est à vous, hein. Je vous remets le problème. En 2050, c'est vous qui verrez si les démocrates ont été capables de se défendre contre les autres et de contrôler les risques que j'ai essayé rapidement d'évoquer. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour Bonjour. votre intervention du jour. Ma question est la suivante. Vous les avez évoquées dans votre réponse à l'instant. Donc les ennemis de la démocratie. Selon vous, aujourd'hui, quels sont les principaux ennemis de la démocratie aujourd'hui et dans le futur proche? Il y a tous ceux qui... Il y a des ennemis divers, c'est-à-dire il y a ceux qui prétendent à la démocratie libérale. Ça, je n'ai jamais très bien compris ce que ça veut dire, parce que ça me paraît un oxymore, c'est-à-dire une contradiction dans les termes, hein. Bon, mais enfin, qui pensent que l'élection suffit pour permettre ensuite à celui qui a été élu de faire ce qu'il veut, indépendamment. Bon, ça c'est un danger qui est presque un danger interne, puisqu'il y a encore le respect des élections, il reste quelque chose. Mais en même temps, que ce soit en Pologne ou que ce soit maintenant en Israël, l'idée que quand la Cour constitutionnelle a pris une décision, on ne la respecte pas, on repasse aux politiques. Donc là, il y a un problème de remise en cause des institutions qui est très fondamental, c'est-à-dire la séparation du politique et du religieux, qui est très fondamental. Et puis, il y a ceux qui condamnent, dénoncent et veulent faire échouer les démocraties, c'est-à-dire qu'il y a M. Poutine, il y a les Chinois, il y a les Iraniens, les théocraties sont contre les démocraties par principe, hein. Toutes les formes de théocratie sont contraires à la démocratie qui se définit par la séparation du politique et du religieux et qui pense que le soi-disant universalisme des démocrates n'a jamais été que le masque de l'impérialisme européen. Mais il y a un autre problème, c'est que la démocratie a été liée à la domination du monde européen depuis les grandes découvertes. Cette domination est terminée. Donc est-ce qu'elle ne va pas entraîner en même temps celle de la démocratie? C'est une question, là aussi,
ce sera aux jeunes générations d'y répondre. Mais il y a tout de même des idéologies. Au XXe siècle, il y a eu la condamnation de la démocratie telle qu'elle a existé, c'est-à-dire la démocratie représentative, respectant les libertés publiques, et par les fascismes, et par les communismes. Aujourd'hui, le communisme chinois la dénonce et veut l'abattre. Voilà, les ennemis existent. Les anciens pays colonisés voient dans la démocratie la forme de l'impérialisme contre lequel ils ont lutté, et donc sont très réticents dans leur défense, pour le dire en termes très, très modérés. Regardez ce qui se passe en Afrique subsaharienne, qui se remettent dans les mains de Wagner et des Russes au nom de la liberté, et contre la France, parce que la France a été pour eux le pays de l'impérialisme. Donc les dangers existent. Très bien, merci beaucoup. Merci Dominique Schnapper pour votre intervention. Merci aux étudiants d'être venus.